Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver. Excellente matinée en notre compagnie. Je suis très heureuse de vous accompagner jusqu'à 9h30 avec toutes les rubriques habituelles du dimanche matin. Je ne me trompe pas. Avec nous, donc, dans un tout petit moment, il y aura donc du sport avec Ramzi Mhamdi qui sera parmi nous pour nous donner les grandes lignes et surtout l'actualité sportive de ce week-end et toute la semaine, bien entendu. On aura de belles nouvelles encore une fois et on parlera bien évidemment de football avec lui. Nous aurons également une jeune étudiante qui viendra nous parler d'un hackathon, un événement. Aujourd'hui, les étudiants sont friands de ce genre d'événement. 4e édition donc d'un événement hackathon Open Data dédié à l'innovation. Ça sera donc du 16 au 19, bien sûr, avril. C'est dans l'esprit donc de la journée du savoir. Et nous aurons également nos autres rubriques, à savoir Samira Hadjahmad dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera de la basilique de Saint-Augustin. Elle viendra à travers des images et surtout l'historique de cette basilique. Et bien entendu, Yazid Aït Mahidine sera là également pour nous parler donc de sa rubrique SO, en tout cas toujours liée à l'actualité. Gros plan sur l'actualité. Une page santé avec notre invité. Il s'agit donc du maître assistant chef d'unité des urgences pédiatriques de l'hôpital de Birflavia. Il viendra nous parler d'une journée d'études dédiée médico-chirurgicale, 2e édition, donc d'une journée médico-chirurgicale dédiée au diabète. Bien sûr, elle sera là, elle est déjà prête, elle est déjà ici en coulisses. Elle nous parlera bien sûr de cette journée, les grandes lignes donc de cette journée prévue, elle a été donc prévue le 9 avril. Nous aurons également à parler donc de notre communauté établie à l'étranger. Flab Nour, dans sa rubrique, sera là avec 2 invités, un photographe et une styliste. Et surtout, elle est plutôt mannequin. Elle viendra nous parler donc de cette école en ligne qu'elle a donc prévue et surtout de nous en parler. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. Je vous laisse en compagnie donc d'une belle chanson, Jamal Aroussi. On se retrouve juste après. بدات حياتك خذها ليك هدية بالحق بدا شغالك لا تشوف النهاية تواضع في فعالك تصيب رتبة عالية رافع مقامك ناظر فيك وفيا شد فرشيت في مسارك تشوف النور في مرايا الرغبة اللي في قلبك عطاها ليك وليا هي طريق حياتك لا ريب لا شكية كل شي في يدك شقد تنجح هنية تبت في مرادك تنجم كل خطية وإلا طحت في مسالك عطرات قوية نوض كمل منهاجك جعلها والفيا الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية حط عليها بعقلك تجيك راضية مرضية خدمها قصدك تفوز بسر الدنيا مادام تواصل جهدك صبح وعشية لا تفكر عمرك راح تقيسك بلية ولا الياس غلبك لا تخاف قطعية لا يفشلك تعكالك الناس كلها سوية ولطف الخفي يفيدك في الايام المخلية يتفاجى غير من حزنك نجوم فرحك ضوية الحب نجمة في قلبك من عند ربي هدية ساطعة في ذاتك كنوز فيك مخفية الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية هي طريق حياتك لا ريب لا شكية الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية ساطعة في ذاتك في كنوز مخفية الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية الحب ديرو زادك الإيمان بثقة صفية في صميم دخالك حجار ياقوت زكية أضمن صوابك بعلوم وهمية عاون بها حبابك والعقول الساهية ديرها تحت جناحك ونورها بتريا ما تنسى خيرك بيك تدي عقلية تنجى من مهالك الجهل والأمية منها على شانك كيف المواج العالية اللي في بحور جدودك والوصايا المروية أرويك وبنورك للكلية الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية هي طريق حياتك لا ريب لا شكية الرغبة اللي في قلبك
من عند ربي هدية سطعة في ذاتك في كنوز مخفية. خطياتك ما راك ضحية من راسك لقدامك لروحك الوفية من عقلك لقلبك كن صادق بنية الموت على بالك بالدموع سخية ما تدي معاك مالك الدنيا فانية احمر ورد جنانك زاد زين الخضورية بالابيض عطر بالك بنسوم ذكية يتنور زمانك وكل نسمع عليا. Tout en douceur avec bien sûr Jamal Aroussi. J'espère que vous avez apprécié cette belle chanson. On accueille comme chaque dimanche matin le sport avec Ramzi Mohamdi. Bonjour Ramzi. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour à notre jeune invité. À nos chers téléspectateurs. Tout à fait. Alors notre jeune invité c'est Céline Maouche. Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, bienvenue parmi nous. Vous allez nous parler de l'hackathon dans un tout petit moment. Vous aimez le sport? Oui, tout le monde aime le sport. Tout le monde aime le sport, très bien. Vous en pratiquez un peu? Oui. C'est bien. Vous faites quoi? Je fais du tir à l'arc. Ah, c'est pas rien. C'est une discipline olympique, il faut le dire. C'est une discipline olympique. On vous recevra probablement un jour. Peut-être. En équipe nationale, peut-être. Pas encore. Pas encore. On ne sait pas, hein, qui sait. Hein. En tout cas, bienvenue à vous. Et dans un moment, on y reviendra sur l'actualité, bien sûr, de l'université de Cléra. Donc, le sport, c'est tout de suite avec Ramzi. Alors, Ramzi, comment ça va? Très très bien. Une actualité riche en football, en événements, en gymnastique et en karaté. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Et en basket. On commence par le football. On commence par la 26e journée du championnat d'Algérie. Oui, on jouait la 26e journée qui était amputée par deux matchs, par un match, pardon. Le match au sommet entre le CRB et l'USMA, oui. Parce que les deux équipes participent à la Coupe de la Confédération. Oui, les demi-finales. Et on va commencer par la JSK qui s'est fait piéger à domicile face au CS Constantine malgré l'ouverture du score. On va voir les images, vont venir tout de suite. La JSK qui était sur une bonne dynamique, mais qui a ouvert le score, comme on le voit par Akhleb à la 19e minute. Après, on va voir que le CSC égalise par Rabi'i à la 54e minute. Et l'attaquant des Canaries, Mahious, on va le voir, va inscrire le deuxième but de la JSK. On croyait que tout a été fait à la 88e minute, à 2 minutes de la fin, mais le CS Constantine a égalisé. Là, on voit le match entre l'USM Kharchenchela et l'USM Mostaganem qui s'en sort plus et qui perd à domicile 3-0 après avoir encaissé la semaine passée 7-0 face au CRB. Là, c'est l'USM Ben Aknoun qui est très en forme et qui a gagné contre l'AS Sochlef, un des prétendants aux premières places. On va voir les résultats. Les résultats qui sont le MCO qui a gagné face à Rouisset, le Mouloudia qui a étrié le Mouloudia d'Abayed, Mostaganem, comme on l'a vu, a été battu à domicile par l'USMK. Et je pense que l'USM Mostaganem se dirige droit vers la Ligue 2 amateur. Et Ben Aknoun qui a gagné 2-1 contre Chlef, la JSK 2 buts partout face au CSC, Akbo qui a gagné hier contre l'entente de Sétif, 1-0. Paradou, qui se fait un peu. Le Paradou. Oui, elle a fait match nul contre la GS Sawara, le deuxième du classement. Et comme on a dit, le match entre l'USMA et le CRB est reporté à une date ultérieure, peut-être cette semaine. D'accord. On enchaîne avec la visite de Gianni Infantino. On n'oublie pas de parler de Shabab Elbiar. Elbiar, oui, qui est monté en première division. Oui, c'est un exploit. Ça fait plaisir à Yazid aussi. Oui, Yazid, l'Elbiarois. L'Elbiarois Yazid. Comme on a dit, Elbiar qui monte, on aura donc la saison prochaine un derby entre Ben Aknoun et Elbiar, deux voisins.
oui, ou Yazid sera présent, je pense, dans les Sans tribunes. doute. Sans doute, sans doute. Voilà, c'est vrai. Alors, vous avez parlé de la visite très Oui, importante du très président importante, oui. de la FIFA. Il est venu en Algérie. Oui, N'est-ce pas? c'est pas par hasard qu'on dit qu'il vient en Algérie, parce que l'Algérie, déjà, elle est qualifiée en Coupe du Monde, et l'Algérie, c'est un pays important dans le football mondial, il faut le Exactement. dire. Oui, on va voir Football les images. africain et mondial. Oui, il a inauguré à Tlemcen le centre régional LST, réalisé dans le cadre du programme Forward. Il a également procédé à l'ouverture d'un mini-stade FIFA Arena au sein du CEM Ahmed Inel. Il faut dire aussi que lors de l'Assemblée générale hier qui s'est tenue à Blemsos au centre militaire, le président de la fédération a annoncé qu'il y aura un autre pôle à l'est du pays. On ne sait pas où, mais ce sera dans une grande ville. On va pas extrapoler pour dire Constantino Sétif, mais ce sera à l'est du pays. C'est très important pour la jeunesse. C'est-à-dire que quand on a des centres de formation, on va produire beaucoup de jeunes, futurs footballeurs grands internationaux, pourquoi pas. Oui. Alors c'est vrai que c'est le football roi en Algérie, il l'a Oui. bien signalé, Oui. il a même dit que finalement tout le monde était expert en Algérie Oui, en pratiquement, Algérie, oui. On est quand tous- on commence à parler de football. On est tous entraîneurs. Oui, et à 2 mois de mai-juin, oui, à 2 mois de la Coupe du Monde, on espère que l'équipe nationale va briller. On va voir le sujet de l'arrivée d'Infantino à Tlemcen, un sujet réalisé par Enis Cheikh. La visite du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations et de la coopération entre la FIFA et la Fédération algérienne de football, avec pour objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les deux instances. Cette visite officielle a été marquée par la participation du président de la FIFA à l'inauguration de plusieurs infrastructures sportives dans le centre technique de l'Al-Asti dans la ville de Tlemcen. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme FIFA Forwards Programme, dédié au développement du football à l'échelle mondiale. Par ailleurs, un mini-terrain relevant de la FIFA a été inauguré au sein du stade Ahmed Ben Bella. La visite a également été marquée par le lancement du programme Football for Schools, visant à promouvoir et à accompagner la pratique du football auprès des jeunes Algériens. Ainsi, la visite de Gianni Infantino s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du football en Algérie. Elle traduit une volonté de structurer durablement la discipline en s'appuyant sur l'investissement dans les compétences et les talents nationaux. Une dynamique qui se concrétise par la modernisation des infrastructures, la formation des jeunes et l'intégration de la pratique dans les programmes de la FIFA. À travers ces actions, l'Algérie consolide progressivement sa position sur la scène africaine et internationale. Voilà, c'était grandiose quand même cette inauguration et cette rencontre. Oui, très important pour leur pays, comme on l'a vu dans le sujet, c'est pour développer le football. Les équipes nationales, elles doivent briller. On doit commencer U14, U15, U16, U17. La participation des jeunes catégories dans des grands événements comme la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, la Coupe arabe, c'est un plus pour les jeunes, pour qu'ils acquièrent l'expérience de l'international. Parce que jouer en club et jouer en équipe nationale, c'est pas la même chose. Bien sûr. C'est différent. Et puis bien sûr, aujourd'hui, il y a même l'équipe olympique de football, il y a aussi le futsal. Donc, il y a différentes disciplines. Oui, il faut miser sur plusieurs catégories de jeux, les féminines qui sont en Afrique du Sud, qui vont disputer mardi, je crois. C'est une belle équipe. Hein, très belle équipe qui va disputer 2 matchs amicaux contre qui? L'Afrique du Sud. Une grande équipe africaine et mondiale. Tout à fait. Mais la gymnastique doit avoir les mêmes atouts, les mêmes encouragements aussi. Hein. Avec le porte-étendard qui est Kélen Mour, qui comme on va le voir, elle est arrivée jeudi soir, pour participer, pour assister au championnat national de gymnastique qui ont eu lieu à Cheraga avec les filles et les garçons. Tout ça en préparation pour les championnats d'Afrique qui auront lieu du 21 au 27 avril au Cameroun. Ils sont très importants ces championnats d'Afrique par équipe parce que si on se qualifie, si on termine premier, on sera qualifié pour les championnats du monde. Si on est qualifié pour on voit l'arrivée de Kylian Moore. Et si on est qualifié pour les championnats du monde, on concourt pour les Jeux Olympiques de 2028. Et comme on sait que notre championne olympique, Kylian Moore, mise beaucoup sur les Jeux Olympiques de 2028, où elle va
encore imposer sa loi, imposer être Sa toujours- technique, sa technique, voilà. être la championne olympique. Elle est championne du monde aussi. Hein. Oui, oui, Elle a oui. terminé championne du monde lors des tournois. On l'a vu dans nos précédentes éditions. Oui, elle est heureuse d'être Oui, elle est heureuse en à ce Algérie. niveau-là. Elle Oui. est heureuse d'être en Oui, Algérie. oui. Sa sœur suit ses pas. Oui, Et d'autres athlètes aussi. Hein. Oui, elle a gagné 4 médailles. lors des championnats nationaux qui ont eu lieu, comme je l'ai dit, à Cheraga. Oui. C'est une pépite. Oui. C'est une pépite. Il faut travailler. La gymnastique, c'est très difficile parce qu'on Il y a travaille beaucoup d'entraînements. donc, minimum. Si on ne travaille pas, si on est feignant, on travaille 4 heures par jour. Le maximum, c'est 6 heures par jour. C'est très difficile. Les os, les muscles, Il y a des blessures. il y a des blessures. Oui. Ils sont tous sollicités. On va voir justement la déclaration de Kellen Moore à son arrivée, qui est très heureuse d'avoir gagné Avec le maillot de l'équipe nationale l'équipe nationale. de football. L'équipe nationale. On y va. On y va. De cette Coupe du Monde, voilà, c'est de l'expérience en plus et contente de revenir ici avec toutes les filles. Vraiment un honneur d'être encouragée par Monsieur le Président et je ne remercierai jamais assez. Et j'espère continuer à rendre fier tout le peuple algérien. C'est vrai, hein, le peuple algérien est tout fier. En tout cas, il Toujours la fierté. encourage. Oui. Et c'est toujours beau de voir l'emblème national haut, élevé, bien il haut. faut rappeler que, comme je l'ai dit, ces championnats d'Afrique qui sont très importants pour la sélection nationale, garçons et filles. On espère que les filles, elles ont plus d'expérience. On a des jeunes chez les garçons qui peuvent terminer peut-être deuxième ou troisième. Peut-être que cela va leur ouvrir les portes des championnats du monde et peut-être une participation aux Jeux Olympiques. Il faut dire aussi qu'une participation aux Jeux Olympiques, c'est très important. Hein. Même si on ne gagne pas une médaille aux Jeux Olympiques, une participation aux Jeux Olympiques, c'est Bien très sûr, important c'est du carrière. très important Oui. pour une carrière. Et on a vu que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressaient parce que c'est vrai que même s'ils ne sont pas dans l'équipe nationale, Oui. ils sont dans des clubs de gymnastique Oui. et ils brillent dans leur club Oui, de oui, gymnastique. Et carrément même des fois dans les réseaux sociaux, c'est des indépendants Oui. qui s'entraînent. Et si j'ai un conseil pour les jeunes. pour les jeunes, pour la fédération, c'est d'épuiser dans ces clubs. Exactement. Il y a des pépites, on trouve toujours des pépites. Si on revient juste un petit peu sur le football, dans les années 80, les clubs algériens et algérois puisaient dans les tournois d'interquartiers. Tout à fait. On trouvait des pépites. Je peux citer les il y a le sport scolaire aussi. Oui, sport scolaire, oui. Il faut redynamiser dans le travail de toutes les disciplines, que ce soit dans la gymnastique, dans le football, le basket et aussi dans le karaté. Exactement. Le karaté, on y arrive à avoir une belle victoire. Bon, non, pas encore. Pas encore. Non, pas une belle victoire, mais comme on va le voir, la karatéka algérienne Cilia Weekend, qui a affronté la vénézuélienne Jorgelis Salazar au tournoi de One Premier League de Lichang en Chine, a chuté une nouvelle fois. Malheureusement, comme c'était le cas le mois dernier à Rome. Mais il faut dire aussi, on voit les images, elle a chuté contre une grande vénézuélienne, une grande karatéka. On est déçus, oui. Oui, on est déçus, bien qu'elle nous a déjà rapporté des médailles. Donc, Oui. On l'encourage tout de même. Oui, Bien elle sûr. a eu la médaille d'argent. Elle a une belle carrière. Médaille d'argent, elle participe à chaque fois à une finale. Cette fois-ci, c'était pas la bonne occasion pour elle de gagner le championnat du monde, Ouais. l'étape des championnats du monde, mais elle fait partie du Gotha mondial, il faut pas C'est vrai, l'oublier. c'est vrai. Weekend, c'est une grande athlète, une Ouais. grande karatéka qui peut nous ramener peut-être si le karaté redevient olympique, une médaille d'or, pas en 2028, mais peut-être les années prochaines aux Jeux Olympiques. Inch'Allah. En tout cas, elle a déjà eu la médaille, les médailles d'or, mais je sais pas. Non, dans championnat du monde, parce que. Championnat du monde. Championnat du monde. On voit la photo la photo de la médaille, oui, avec la vénézuélienne, qui est très dure. Hein. Voilà. Ouais. Mais bon, on lui souhaite, en tout cas, on Oui. lui dit bravo, et puis on lui souhaite bonne chance pour Oui. sa carrière, en tout cas. Il y a une boxeuse qu'on voudrait féliciter, Oui. elle qui a eu une belle médaille, c'est donc Fatiha Mansouri, qui a raflé la médaille d'or à Bakou, Oui. en Azerbaïdjan. Oui, c'est dans la droite ligne des boxeuses algériennes, à l'image d'Iman Oui. Khalif qui a tracé la route. Et elle aussi, elle commence, elle est en professionnel. Iman Khalif, on va la voir le 23 avril, faire son entrée en professionnel. On ne sait pas. Pour le moment, ce qu'elle vaut en professionnel, elle est championne olympique. D'accord. Elle n'a pas combattu depuis les JO.
mais on espère que Imad Khalif aura la même carrière chez les professionnels que chez les amateurs aux Jeux Olympiques, comme elle nous a fait honneur à Voilà. Paris. Eh bien, en tout cas, on souhaite bonne chance à tous ces athlètes et bien entendu, on suivra l'actualité avec vous. On bien termine sûr. juste Oui. par les playoffs du basketball. D'accord. C'est les quarts C'est de vrai. finale. Oui, avec la qualification déjà du CS Tlemcen en demi-finale et l'USMA. Et aujourd'hui, on aura deux beaux matchs entre le MBS Tawali et le CRB Benissaf à la CRB Tawali à 17h et le big match entre le Wabou Farik, deux écoles, et le MCA, le troisième match qui va décider qui sera les demi-finalistes. D'accord, très bien. Il reste juste bien sûr, l'actualité dans la Confédération de football avec le dernier match. Quel match? Un match avec l'USMA. L'USMA, oui, qui a fait 0-0 Ça va, je suis un peu, oui, quand même, contre le Safi hier soir. D'accord. Et le CRB qui a été battu par le Zamalek, 1-0. Le retour en Égypte sera très compliqué pour l'équipe algérienne. On leur souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup Ramzi. Merci Aman, merci Donc à toi. vous allez suivre tout de suite avec nous donc d'autres disciplines, cette Oui. fois-ci universitaires, avec bien sûr cette jeune étudiante qui est parmi nous, qui va nous parler donc de sa participation, pas sa participation, son organisation, n'est-ce pas? La 4e édition de l'hackathon, Open Data dédié à l'innovation. Ça sera donc du 16 au 19 avril. Exactement, Voilà. exactement. Alors, Open Data, c'est une compétition hackathon Ideathon que les étudiants du club EIC organisent depuis cette fois 4 années d'affilée. Le thème de cette année, ça va être l'actuariat. Donc, d'où le nom FinAct. D'accord. Voilà, donc il réunit des étudiants dans le domaine de la finance, l'actuariat, la data science et aussi l'intelligence artificielle. Ce sera des personnes de notre école, le NSSEA, mais aussi d'autres écoles et au niveau national. Donc l'ESI, tout ce qui fait informatique, D'accord. maths et tout ce qui va dans le thème. Très bien. Alors vous êtes étudiante justement en 2e année à l'école supérieure de statistique et économie appliquée à Arléha. C'est ça. Exactement. Et donc vous êtes dans l'organisation pour la première fois. Vous connaissez un petit peu cet événement, l'hackathon. Vous l'aviez suivi la précédente édition? Oui, l'année dernière, j'observais, j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment très intéressant. Donc on voyait vraiment des jeunes qui étaient très passionnés et qui venaient et s'appliquaient pendant ces 4 journées. Ils faisaient de leur mieux. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment admirable. C'est pour ça que j'ai voulu participer dans cette organisation. Oui, cette on en année. entend parler souvent et quelquefois c'est des nuits blanches carrément. Bah oui, À travailler, à essayer de trouver la solution avec des étudiants en corrélation, bien sûr, pour essayer de trouver, bien sûr, de nouvelles innovations. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait participer différentes filières aussi universitaires. Et puis, bien entendu, c'est aussi l'occasion de marquer la journée du savoir. Exactement ça. On réunit plusieurs étudiants dans différents domaines, mais qui restent tous dans la même thématique pour résoudre cette problématique exposée par le partenaire. D'accord. Alors, c'est vrai que ça donnera aussi une visibilité à ces étudiants, de se confronter aussi à des futurs employeurs, pourquoi pas? Exactement. Alors, un des prix, ça serait vraiment l'obtention de stage ou de recrutement direct D'accord. après ce hackathon. Ouais. Et pour les éditions précédentes, ça s'est passé comment? Racontez-nous la suite. C'est-à-dire Les gagnants. Voilà, les gagnants. Alors, l'édition passée, c'était des cadeaux comme des formations, des objets, des téléphones. C'était plus D'accord. comme ça. C'était pas Ok. par rapport au stage. Et cette année, ça serait bien d'avoir à la clé un stage Exactement. dans une entreprise. C'est le plan pour ça avec le partenaire. Donc, une fois que l'hackathon ce sera fini, ça ouvrira le porte peut-être aux gagnants ou même tous les participants cette opportunité. D'accord. Vous êtes combien? Enfin, ils sont combien les participants? Vous les avez déjà inscrits? Ça y est, les inscriptions sont finies? Non, ils sont toujours D'accord. ouverts. Ils peuvent D'accord. s'inscrire sur notre En ligne. profil, exactement sur nos pages Instagram et Facebook. Ils sont 50 participants et ils seront D'accord. divisés en plusieurs équipes. Très bien. Et ça va se dérouler au sein même de l'université? Alors, pour les 3 premières journées, ça va être à l'université, à Qaléa du coup. Et pour la dernière journée, la cérémonie et le pitch, ça sera dans un hôtel à Ben Aknoun, à Ferdelili. Très bien, très bien. Alors, bien entendu, il va y avoir les membres du jury. Les membres du jury font partie donc du corps enseignant. Ça fait partie de l'équipe du partenaire et aussi des professeurs et peut-être un peu des formateurs qui vont donner les formations lors des premiers jours.
D'accord. Et bon, l'hackathon, vous avez dit, c'est une thématique assez particulière cette année. Oui, ça va être l'actuariat. D'accord. Qui veut dire donc c'est actu. Vous m'avez dit c'est un mot composé. Non, j'ai dit que le nom c'est FinAct, donc qui veut dire que l'édition de cette année, ça va être l'actuariat, donc c'est tout ce qui touche aux assurances et aux banques. Très bien, très bien. Et sinon, c'est un événement qui va en tout cas intéresser tous ces étudiants qui travaillent aussi dans cet univers, hein, n'est-ce pas? Exactement ça. Sinon, un dernier mot peut-être pour encourager beaucoup plus d'étudiants à venir s'inscrire, avant bien sûr la date butoir, qui est donc le 16. Alors, je vous invite tous à passer sur nos profils, nos réseaux sociaux et venir vous inscrire avant la fin. Et je vous promets que ça va être une expérience très, très enrichissante et vraiment une nouveauté. Très bien. En tout cas, on y sera pour ce qui est donc des résultats et surtout de l'équipe gagnante. Parce qu'il va y avoir combien de... Il y aura peut-être 3 équipes gagnantes. Mais ça va dépendre, donc un classement, bien sûr, comme à chaque fois. Très bien. Médaille d'or, médaille d'argent et de bronze, pourquoi pas. On repense au sport. On rebondit sur le sport. Vous qui êtes sportif, vous me l'avez dit, vous êtes dans un club donc, de tir sportif. Voilà. C'est très bien. Eh ben, on vous souhaite bonne chance. J'espère que vous allez avoir donc de beaux résultats, pourquoi pas. Merci. Voilà. Un dernier mot? Je vais envoyer une petite dédicace au club. IAIC un jour, IAIC pour toujours. Bravo, c'est très bien. En tout cas, bonne chance à vous. Et puis, j'espère que, bien sûr, cet événement sera un bel événement au sein donc, de l'université, donc l'école supérieure donc, des statistiques et d'économie appliquée au niveau de Qleha. À très, très bientôt. Et donc, ça sera du 16 au 19. Ne ratez pas, bien sûr, cet événement, comme est venue nous le présenter Cyrine Maouche, qui est donc étudiante en 2e année. Bonne chance. Merci à vous. À très bientôt. Ramzi, on te dit bonne journée. Merci, bonne journée. Rendez-vous ce soir pour l'émission Canal Foot avec Hakim Kchelol et Sarah Delbel. Très bien, très bien. Eh bien, dans un tout petit moment, on va recevoir nos invités. Je vous invite tout de suite à suivre cette interlude et on se retrouve juste une chanson, on me dit. Voilà, à tout de suite. مراكيش حاسة بيا تسهريني ليالي غير بشوية اللطف عليا وانتي ما دارية بحالي مراكيش حاسة بيا تسهريني ليالي غير بشوية اللطف عليا وانتي ما دارية بحالي قولوا لها راني نسهر الليل تبعدني عليك المسافات روحي ليا بالك نجرب انا ننسى اللي فات كل ما نحاول لك نقرب تبعدني عليك المسافات روحي ليا بالك نجرب ننسى اللي فات مانيش صابر على فراقها نعيط لها نسمع صوتها هي لو كان يحن قلبها وتولي ليا قولوا لها راني نسهر الليل هذا الزين ما داير فيا ما تقولوا لهاش عليها غير لا بها ياك ما عندي دنيا
sur le plateau. On retrouve donc Yazid, nos amis du dimanche matin, à savoir Yazid Aït Mahidine. Bonjour Yazid. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, oui, T'es en ça se forme, passe en bien, rouge. oui, oui. Tu es en rouge. Le rouge passe très bien à l'antenne. Hein. Oui. Ouais, on va parler de la tomate. الأحمر يليق بك ولا كيفاش يقولوا هذه؟ الاسود Moi, je connais pas. احنا مسخرين. Voilà. Ah, Ça va, allez, elle est là, Samira. Elle est dans les coulisses. Quand Samira est là, c'est que tout va bien. Comment ça va, Samira? Très très bien. Aujourd'hui, tu vas nous parler donc de la basilique de Saint-Augustin dans un tout petit moment. dans Non, son non, Ipon. on va aller à Ipon, tout à fait. Inch'Allah. Eh bien, on va commencer avec Yazid. On va commencer avec la rubrique So. C'est tout de suite. Une actualité aussi autour donc de plusieurs activités, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est On pas marque loin, le c'est week-end pas loin de chez moi. Oui, c'est pas loin de Sablette, Sablette, donc de ouais. Harrach et tout. Ouais. Donc, à Ramli, c'est le show drive de Ramli, à Sablette. D'accord. Et c'est en fait un show, un spectacle un certain pilotage. C'est comment maîtriser la vitesse, piloter en essayant de glisser les roues arrière. Et ça donne vraiment un moment époustouflant. Vraiment, c'est extrême. C'est quelque chose d'époustouflant. Les Et jeunes adorent ça. oui, d'ailleurs, on va voir les images et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la deuxième édition de Show Drive de D'accord. Sablette. Et c'est avec la participation de plusieurs pilotes. Très bien. C'est avec les sports mécaniques? Oui, probablement c'est la fédération algérienne, la mécaniques. FACEM, donc des sports mécaniques, et de la Ligue algéroise des sports mécaniques. Très bien. Donc, il y a eu une démonstration vraiment, quelque chose de ouf. Ça va donner peut-être des idées à certains jeunes qui veulent faire de la Formule 1, parce que ça a toujours été la Formule 1 qui a un petit peu fait rêver les jeunes. Hein. Allez, Ouais. on voit l'image. Voilà. La fameuse glisse. Voilà, donc on voit comment ils essayent de... Donc, c'est en plein Sablette, c'est la deuxième édition. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, et puis ça donne un moment de spectacle, et pour animer aussi l'espace, parce Bien qu'avant, ici, il y avait aussi l'événement des dinosaures, Oui. la dernière fois, donc la Oui. planète... Au niveau des sablettes, Comme c'est des vrai. sablettes, Mais là, c'est au niveau du c'est pas parc. loin, c'est écolo, c'est le parc écolo. C'est un autre D'accord. espace à côté du Sablette qui organise beaucoup d'événements, dont celui des dinosaures. Et aujourd'hui, donc, place au sport mécanique et puis au show drive de Sablette. Ouais. Et puis on voit que les voitures, ce sont des voitures équipées, c'est-à-dire que ce sont des habitués, hein, ces Ah oui, jeunes pilotes. Absolument, Voilà. absolument. Ils sont Ils vraiment, faisaient partie d'un vraiment, club, vraiment probablement. habitués. Et puis demain, Inch'Allah, il y aura des pilotes de Formule 1 algériens. Et puis voilà. Voilà, Puis- exactement. Ça me rappelle un certain film, La Fureur de vivre, avec James Dean. Jamstein. Ouais. Ah, mais je suis كان يدوز الجيريا وقيل à l'époque là. Ah, كان سينما مارينيو كتشوفوا Il faisait sûrement à la télé. Hein. Mais on a des pilotes de Formule 1 très connus, Oui, bien connus sûr. mondialement. Absolument, oui. il y Entre a autres, Sidi. Saïd. Merci, Sidi Saïd, Voilà, tout à fait, oui. Saïd, Tout à on fait, avait tout à reçu. fait. Et puis bien après aussi le petit jeune qui est venu bien après. Oui, tout à fait. Et puis nous allons parler sans transition de tomates. Oui. La tomate. C'est pour ça qu'il a mis un tricot rouge. Voilà. Et Voilà. puis la tomate de l'Mghiyar. تعرفي المغير. تعرفي المغير. C'est dans le sud algérien, c'est une nouvelle wilaya. Elle a enfanté des grands chercheurs, des grands, pratiquement celui qui a le plus de brevets dans le monde, c'est Un chercheur algérien. natif de Mghiyar, c'est Belgassem Habba. Monsieur Habba. Et oui. maintenant, je vais parler de Habba. Une autre Habba, c'est la tomate de l'Mghiyar Oui. qui fait aujourd'hui le bonheur des étals espagnols, des marchés espagnols, puisqu'elle a été exportée du côté de... Et ça, c'est la lutte biologique. Oui, Ils utilisent la lutte biologique. Absolument, la lutte biologique. Et nous allons voir également d'autres tomates. Puis c'est la petite tomate, hein. Vraiment, Ah, c'est quelque d'accord. chose d'extraordinaire. La tomate Nous cerise. demandons juste à... Oui, il y a la tomate cerise, il y a... Il y a c'est- plusieurs variétés, hein, ça je oui, peux vous oui, dire. C'est la oui. famille des Ah solanacées. oui, hein. elle va le dire, Amel, elle le sait.
C'est Elle la est- famille des Solanacées. Et vous savez que la fête existe, la fête de la tomate. Oui. À Adrar, c'est une tradition dans cette région. Oui. C'est vraiment la tomate à grande Enfin, consommation puis de le plein sud, champ. le sud aujourd'hui, c'est aussi le grenier, Tout à fait. Après, on en fait de la Oui. tomate industrielle et chaque variété est destinée à Tout à, quoi. tout Un à usage. fait. Voilà, Il y a un de la- usage. oui, il y a pas mal de tomates, la cerise, et voilà. Donc, puis, En tout cas, belle région de Mriyar. Mriyar, Ça sera donc, ils ont exporté 80 tonnes de tomates Belle- pour l'Espagne. Donc, Voilà, voilà. belle actualité. Vamos à Espagne. J'aimerais avoir un jardin pour cultiver justement de la tomate, n'est-ce pas Yazid? C'est tellement Tout à agréable fait. d'avoir ses propres plants. Voilà. Ouais. Et on revient à la Mitidja, du côté de Blida. Donc, il y a cette course Shri'a Trail Shri'a 2026. Oui. Donc, les gens qui sont intéressés, ils doivent s'inscrire au Trail 2026 sur les plateformes et pages Facebook de Trail 2026. C'est ce soir à 23h, clôture des inscriptions. Ah, déjà. Donc, les gens qui sont intéressés doivent le faire rapidement pour s'inscrire et participer à cet événement majeur. C'est la deuxième édition donc, de ce Trail Shri'a 2026. On aura donc l'occasion de voir beaucoup de... Quand on va courir, il y a pratiquement c'est beau. cet antique chemin de fer. Nous allons voir une nature pratiquement florissante. Et puis il y a aussi les tunnels de l'Atlas blidien. Il y a également la rivière. Pratiquement, nous allons marcher et apprécier Dame Nature, notamment en ce Exactement. printemps Oui. où la nature monte sur 131. Exactement. Et donc, il y a eu beaucoup donc, déjà, l'association des randonneurs de la ville des Roses, donc organisatrice de cet événement, est en train donc de faire tout pour réussir cet grand événement en matière donc, de trail. Parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement toutes les régions du pays qui organisent. Et c'est non seulement c'est un truc inclusif où tout le monde participe, et c'est transgénérationnel, C'est vrai. c'est aussi... Pour tous, c'est pas que pour les sportifs avertis, c'est même pour des amateurs. Donc, Oui, et c'est un de course à événement pied. connecté, c'est un événement donc, qui lutte contre l'obésité, donc contre la sédentarité, donc pour toucher Donc l'amour. tu vas participer. Yazid. Inch'Allah, je vais essayer de m'inscrire dès que je sors d'ici. Je vais voir elle va participer en fait. J'ai chouïa, un peu Jamais de j'ai été. 20 km à pied. Jamais puis- j'ai couru Samira, ma vie. on devrait. cette année, Inch'Allah. Cette année. Donc, en fait, c'est ça. Je voulais parler de ça, de ces trois événements. Donc, le Drive Show de Sablette. C'est beau. C'est très beau, oui. La tomate d'El Mriyar. Et puis, pratiquement également le trail de Voilà, Shri'a exactement. 2026. Et il va y avoir encore une fois 2 rencontres sportives de course sur Alger avec la wilaya d'Alger qui va organiser aussi un bel événement. On y reviendra, ça sera en mois de mai et on en parlera au moment venu. Et puis Oui, et cet événement, des clubs. j'ai oublié de dire que cet événement est prévu le 8 mai 2026 D'accord. à Shri'a. Très bien, ben Voilà. voilà. Merci beaucoup Yazid. Merci. Et puis on aura l'occasion de te retrouver demain aussi pour une émission spéciale, n'est-ce pas? Tu Inch'Allah, seras avec nous. bien sûr, avec plaisir. Samira, on va Oui. parler donc de la basilique de Saint-Augustin tout de suite, juste après cela. Alors Samira, qui adore les livres et la lecture, Oui. tu es en train de nous parler donc de ce Oui, beau livre, de la ce beau basilique livre. d'Hippone. Alors, ce livre qui s'appelle donc La basilique d'Hippone sur les pas de Saint-Augustin D'accord. a été réalisé à la suite de la restauration de la basilique qui a eu lieu entre 2011 et 2013. Donc, D'accord. il y a eu une grande restauration de la basilique à Annaba, donc l'ancienne Hippone, l'ancienne Bonne. Et pour ma part, je crois que c'est l'une des plus belles basiliques que j'ai pu voir, en tout cas en Algérie, en Afrique du Nord
et ailleurs. D'accord. Tu parles de l'intérieur, De l'intérieur et de l'extérieur. Et Elle surtout est ça sur un point ouais, culminant, de Diepen. oui, de Diepen, ce qu'on appelle la Medjerda. Voilà, sur la colline de Medjerda. Elle domine les ruines de Diepen, et notamment l'ancienne église, l'ancienne basilique détruite par les Vandales en 430 de Saint-Augustin. Alors à l'époque, dans ces ruines, elles existent toujours, les traces existent toujours. Il y avait la basilique, il y avait la bibliothèque de Saint-Augustin, et cette bibliothèque, grâce à Dieu, a été sauvée, puisque les Vandales, on les connaît, quand ils arrivent quelque part, ils détruisent et ils mettent à sac les villes, et notamment les villes chrétiennes, c'est-à-dire là où catholiques, là où il y avait, puisque c'était une guerre de religion. Voilà, donc ils ont en général détruit, à chaque fois qu'ils passaient, ils détruisaient les endroits. La bibliothèque de Saint-Augustin est restée intacte. Et donc cette basilique qui existe aujourd'hui, elle est contemporaine bien sûr. Elle a été construite donc, par l'architecte Pougnier en 1900. Donc ça fait à peu près 126 ans. Ouais. Ça fait pas à peu près, ça fait 126 ans qu'elle existe. C'est une architecture néo-mauresque. Elle est fabuleuse. Elle a le style maghrébin. Elle utilise des faïences, donc qui existent dans l'art islamique, que l'on retrouve dans les palais d'Alger. Les chapiteaux ionisants aussi, qu'on retrouve beaucoup dans les vestiges antiques. Et puis les arcs. Voilà, les arcs qu'on retrouve énormément dans l'architecture, on va dire maghrébine, algérienne en fait, nord-africaine, qu'on peut retrouver en Tunisie. On n'est pas loin de la Tunisie. Donc Saint-Augustin était... Très longtemps a été revendiqué. On connaît son histoire. Donc c'est une église, donc c'est une basilique qui s'étend sur 42 mètres de longueur. Elle est, donc la largeur est de 25 mètres et donc le clocher peut atteindre 35 mètres. Elle est magnifiquement exécutée. Pourquoi? D'abord pour l'acoustique. Donc l'architecte qui l'a conçu, qui est aussi un évêque, Pougnier, a fait honneur à Saint-Augustin parce qu'on sait qu'il était rhéteur. On sait qu'il avait ce talent incroyable pour la rhétorique. C'est quelqu'un qui pouvait s'adresser à une assemblée, donc à l'époque il n'y avait pas de micro bien sûr, il pouvait avec sa voix, il avait une voix qui portait non seulement le discours extraordinaire. C'est un rhéteur. Un rhéteur, voilà. Il avait l'art de la rhétorique. Oui. Voilà, donc c'est une salle qui peut accueillir 1500 personnes. Et donc, tu imagines l'acoustique, on n'a presque pas besoin de micro. De micro, absolument, de sonorisation. Et donc, elle est en activité, elle fait partie de l'église de l'Algérie, c'est un héritage algérien. Et il y a beaucoup de conférences, de concerts de musique qui sont organisés. Donc, elle est en activité, au-delà des célébrations donc, cultuelles. Elle est utilisée pour des colloques, des conférences, des rencontres et puis des concerts de musique. Voilà, donc ce qu'on retrouve aussi, et ils sont admirablement bien exécutés, ce sont les vitraux. Et les vitraux, pourquoi ils sont d'importance? Parce qu'ils racontent tout le parcours. Et il en a eu le parcours de Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est le fils de Tagaste, il est né à Sogaraz, il a fait ses études à Mdaouroch. Et Mador. à Mador, exactement. Et puis il a la première université d'Afrique. Et puis il a beaucoup voyagé. Donc il est allé à Carthage, il est allé à Rome, à Milan. À Rome, à Milan. Et c'est à Milan, quand il a eu 33 ans, qu'il a reçu en fait la révélation, qu'il s'est converti et qu'il a choisi son chemin vers Dieu. Et ce chemin l'a amené à écrire les confessions dans un premier temps. Voilà. Et dans ces confessions, on a toute la pensée, une pensée qui est utilisée à nos jours, hein. C'est-à-dire la pensée moderne. Exactement, c'est une pensée universelle. C'est une pensée donc qu'il a eue en Algérie. Puisqu'il est revenu à Tagaste après son chemin d'études, sa vie qui a été très tumultueuse. Il est revenu quand même en Algérie, à Tagaste, à Bonn, à Ypres, sur ses terres.
et il a été évêque donc, de la basilique d'Hippone pendant 34 années. Exactement. Donc c'est pas peu de choses. Il est mort la première année de l'arrivée des Vandales. Des Vandales, exactement. C'est ça. Alors il fait partie, c'est un personnage universel. Il fait partie des 4 docteurs de l'Église catholique. Mais c'est en même temps un philosophe. C'est quelqu'un qui pouvait parler donc de droit, qui pouvait parler de philosophie, qui pouvait parler de dialogue, tout à fait. Il a mené. Il a fait c'est une réflexion sur le temps, surtout sur la mémoire et le temps, le temps matériel et le temps en éternité. Voilà. Donc, il fait une différence entre le temps. C'est un homme de paix. C'est un homme qui a, même si au départ il n'était pas très d'accord avec les donatistes, mais c'est quelqu'un exactement qui a ouvert le dialogue au Concile de Carthage avec les donatistes. Donc c'est quelqu'un qui a visité, il existe, on va en parler demain, le parcours, les pas de Saint-Augustin. Il a fait, à cette époque, il y avait à peu près 500 évêques, donc, et aussi des optats, notamment celui de Mila, qui à l'époque s'appelait Milève. Et lui va se déplacer d'un endroit à un autre, d'un siège à un autre. Il va plaider aussi pour un rapport de paix, pour des discussions, une ouverture en fait. Voilà. Même si lui aussi a eu ses pères qui l'ont formé dans ce sens-là, et il a été reconnaissant, et il a été aujourd'hui. Il a été manichéen au début. Il a adopté la religion des manichéens. Par la suite, il s'est posé des questions sur le manichéisme, parce que le manichéisme, c'est pour lui après c'était simple, c'était la différence entre le bien et le mal, c'est ça la philosophie de Mani. Voilà. Il s'est posé des questions toute sa vie. Il a reçu la révélation à 33 ans, c'était pendant la nuit de Pâques en 387, de la main de saint Ambroise. Voilà. Donc c'est un très bel endroit qui se situe à Annaba, ville méditerranéenne par excellence. On n'est pas très loin de Sougaras. On est sur un endroit qui est, sans compter les vestiges antiques, le forum, enfin tout ce qu'il y a à Annaba, visiter la mer qui est juste à côté, et puis Sougaras qui n'est pas très loin dans la continuité, jusqu'à Tébessa. Donc tous ces lieux sont à visiter. On en parlera demain, n'est-ce pas, en détail, puisque tu nous parleras donc des traces, donc des pas de Saint-Augustin, donc tout le chemin qu'il a pu tracer à travers de sa naissance à son parcours, bien sûr, jusqu'à sa mort. Africain, on rappelle que c'était l'Africana Romana, et que si l'Afrique s'est nommée Afrique à partir du nord de l'Afrique, c'est ensuite qu'elle a pris que cette appellation. Je vais m'arrêter. Je rappelle qu'on peut acheter ce livre. Moi, je l'ai acheté à Notre-Dame d'Afrique. D'accord. Donc, il y a une boutique librairie, on peut l'acheter. Il est magnifique. Les photos sont extraordinaires. Il y a la participation de Nasser Abensder qui parle de Saint-Augustin. Merci Samira. Voilà. Merci beaucoup. À demain. Inch'Allah. Merci Yazid. Merci. Également à demain. Oui, on doit s'inscrire pour la course. Le trail. Voilà. Merci beaucoup donc à vous. On se retrouvera tout à l'heure. Mais sinon, je vous invite tout de suite à aller encore une fois découvrir une belle région du côté de Saïda. Il s'agit donc des chutes de Tifrit. C'est un reportage signé Miled Hannin. À la faveur des dernières précipitations, les chutes de Tifrit ont été ravivées. Ce site naturel, réputé pour sa beauté et ses paysages apaisants, offre à nouveau un spectacle exceptionnel, devenant une attraction touristique majeure dans la région. Le printemps est le moment idéal pour venir profiter d'un barbecue et changer d'air. Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. C'est un espace naturel avec un vrai potentiel touristique qui attire des visiteurs de toute la région. Notre père nous a emmenés aux chutes pour prendre des photos. On est vraiment contents. Les chutes de Tifrit restent un lieu mémorable de par sa beauté naturelle. Mais au-delà de leur beauté, les cascades de Tifrit incarnent aussi un patrimoine naturel et culturel. Elles sont le témoin d'une relation privilégiée entre les habitants de la région et leur environnement, où la nature n'est pas seulement admirée, mais respectée et protégée. Les visiteurs viennent de différentes wilayas, ce qui nécessite de préserver cet environnement et de valoriser ses richesses naturelles.
Ce paysage naturel composé de 5 niveaux mérite d'être valorisé et bien entretenu. Cette région à vocation touristique allie tourisme rural, naturel et écologique. Classée comme zone d'expansion touristique, elle s'étend sur 151 hectares, dont 15 hectares, dont le programme d'aménagement a été approuvé. Ces cascades de Tifrit ne sont pas seulement un site à visiter, mais une expérience à vivre, celle d'un moment suspendu où le temps semble ralentir au rythme de l'eau qui coule. Un cadre naturel d'exception qui témoigne de la richesse de nos paysages et confirme l'intérêt croissant pour le tourisme intérieur. De retour sur notre plateau, à présent nous allons parler santé. Je vous l'ai annoncé en sommaire. Nous allons revenir sur cette journée qui a lieu le 9 avril. C'est une journée, deuxième édition donc, de la journée médico-chirurgicale donc, sur le diabète. Avec nous donc une spécialiste en la matière, Madame Saliha Gers, bonjour. Bonjour Madame. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes maître assistante en pédiatrie et vous êtes donc aussi donc, chef d'unité des urgences pédiatriques à l'hôpital de Bertararia. Oui, vous êtes là pour nous parler donc, de cette rencontre qui a réuni beaucoup donc, de spécialistes, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc c'est la deuxième journée organisée par le PH Bertararia. Oui. Donc ça a concerné tous les services, bien sûr, ont participé. Oui. Le thème essentiel, c'est le diabète. Donc c'est le diabète. Oui. Alors pourquoi ce choix du diabète? Parce que c'est d'abord une pathologie la plus fréquente qui touche l'enfant et l'adulte. Et pratiquement actuellement, elle est considérée comme une épidémie mondiale. Oui, oui. Alors, quelques chiffres. Donc, en 2025, on a estimé que 9,5 millions dans le monde sont touchés par le diabète. Donc ça concerne tout âge confondu. L'âge moyen, c'était 36 ans. Oui. Et l'enfant a été touché très tôt. Hein. Oui, oui, oui. Donc pour un chiffre pratiquement qui est avoisine les 2 millions, 1 million 900. Comme ça ne cesse d'augmenter, donc le diabète ne cesse d'augmenter, donc on estime, donc la Fédération internationale du diabète, donc pour l'année 2025, estime qu'en 2040, on verra presque entre 13 millions à 17 millions et demi de personnes qui seront atteintes par le diabète. Donc c'est un chiffre très très alarmant. Aujourd'hui, on parlait de sport tout à l'heure. C'est vrai que la sédentarité fait que donc, les personnes ont du mal à bouger un peu plus. L'activité physique, il faut qu'elle fasse partie du quotidien parce que de toute personne. Sont brûlés grâce à l'activité physique. Bien sûr, tout âge confondu. Et bien sûr, le régime alimentaire. Et le régime alimentaire. Voilà. La malbouffe aujourd'hui fait que ces jeunes enfants sont addicts peut-être aux écrans, ne bougent pas beaucoup, mangent des sucreries, malheureusement. Donc, alors les pays les plus touchés dans le monde, c'est les États-Unis, la Chine et l'Inde. Le Mexique, oui, aussi. Et les 4 principaux pays touchés par le diabète infantile, c'est-à-dire le diabète du jeune âge, c'est malheureusement donc c'est des populations non européennes. Donc on a l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar. Et l'Algérie, malheureusement, figure parmi les 10 pays où l'incidence du diabète infantile est la plus élevée. On a le 6e rang mondial et elle touche, elle a la première place dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Oui, oui. Voilà, et c'est pas un palmarès reluisant, hein, en tout cas. On a 3400 nouveaux cas par an. Alors, on a un registre algérois dans lequel sont inscrits tous les nouveaux diabétiques. Et on a en 2022, parce que c'est les chiffres qui ont été donnés, sinon pour les années après on n'a pas encore les chiffres parce que ça reste des chiffres qui sont en cesse augmentation. Donc pour l'année 2022, on a une incidence de 37,9%, c'est-à-dire c'est 38% d'enfants de moins de 15 ans.
D'accord. Moins de 15 ans. Ça Et fait là, très très peur. Ça fait très peur parce que justement c'est une pathologie qui est handicapante justement pour l'individu, mais pas que, pour la société, pour la sécurité sociale aussi donc, de l'Algérie. Il y a un traitement à suivre, il y a un régime à suivre, et il y a une hygiène de vie bien à sûr. suivre. Alors pour l'enfant, c'est insulinodépendant, donc c'est un type 1, donc il est mis sous insuline d'emblée. Tout à fait. Bien sûr, le régime doit suivre, l'activité physique doit suivre, mais c'est une insuline qui doit prendre 4 fois par jour pour une insuline rapide et une insuline le soir, ça veut dire c'est 5 injections par jour, associées à des contrôles glycémiques qui doivent faire. Quand ils sont tout petits, les parents ont peur de l'hypoglycémie, ils ont peur de l'hyperglycémie. Ils doivent surveiller régulièrement en piquant l'enfant dans le doigt. C'est pas évident. Il ne faut pas que l'enfant triche aussi. Alors moi, dans la journée, j'ai parlé du diabète de l'adolescent et bien sûr de la transition de l'âge pédiatrique vers l'âge d'adulte. Donc l'adolescent, c'est un âge très critique, c'est un âge très difficile à gérer parce qu'il aimerait bien s'extérioriser, il aimerait bien vivre son adolescence comme tout adolescent. Mais là, malheureusement, c'est un âge, bien sûr, découvrir des choses, conduire, fumer, essayer tout ce qu'on peut vivre à l'âge de l'adolescence. Mais malheureusement, c'est un jeune enfant qui est freiné par la maladie. Il dépend de sa famille, et il dépend d'un traitement, il dépend d'un régime. Quelquefois, les interdits sont très difficiles à gérer. Ça frustre l'enfant et c'est pas évident de. Et quelquefois, ils peuvent craquer. Alors, la difficulté justement donc de cette pathologie, c'est que ce sont donc les diabétiques ont du mal à cicatriser. Et donc là, on peut parler de l'acte chirurgical et du suivi de l'acte chirurgical. Alors l'acte, donc c'est ce qui a été bien sûr discuté lors de la journée. Donc les chirurgiens donc doivent préparer cet acte chirurgical. Donc il y a une préparation avant, pendant et après le geste. Donc on doit avoir une hémoglobine glyquée qui doit être inférieure à 8%. Parce que sinon, ils ont peur pour la cicatrisation du malade. Donc, ils doivent préparer la glycémie. Il faut qu'elle soit entre 1,40 et 1,80, toujours inférieure à 1,80. Il y a des traitements qu'il faut arrêter avant le geste et après, et pendant le geste, et qu'il faut bien sûr reprendre par la suite. C'est un malade qu'il faut gérer avec de l'insuline par bolus ou c'est-à-dire il faut y aller tout doucement. Donc c'est une insuline rapide qu'il faut arrêter le matin de l'acte et l'insuline lente qu'il faut arrêter carrément la veille de l'acte. Donc il faut s'attendre au millimètre près. Ah oui, c'est-à-dire surveiller le malade de près pour qu'il n'ait ni d'hypoglycémie ni d'hyperglycémie. Donc ça reste quand même des malades à surveiller de près. Voilà, une dent, aller chez son dentiste, tout devient compliqué. La chirurgie, c'est une plaie, c'est une urgence vitale, c'est-à-dire ça peut être une appendicite, ça peut être n'importe quoi. Une circoncision chez le garçon. Une circoncision, une dent arrachée, c'est-à-dire n'importe quel geste chirurgical, le malade doit être préparé pour pour éviter les complications. Tout à fait. Alors vous avez arrêté des thèmes. Aujourd'hui, on sait que il y a souvent des conférences, des rencontres autour de différentes pathologies. Le diabète en fait partie. Aujourd'hui, la recherche donne souvent des publications, des nouvelles peut-être reluisantes pour le patient et le médecin. Une petite lueur, parce qu'à l'étranger, ils ont commencé à faire, bien sûr, pour l'Algérie, on a de nouvelles insulines avec lesquelles on a de meilleurs chiffres glycémiques. Il y a toujours, bien sûr, l'activité physique. Moins contraignante. Ça reste quand même la même chose, presque la même chose, mais on a un meilleur contrôle des glycémies. Donc, c'est des insulines pour lesquelles on n'a pas d'hypoglycémie. D'accord, très bien. Bon, il faut savoir gérer, mais quand même, on n'a pas des hypoglycémies graves. Mais sinon, par la suite, ça va être la même chose. C'est 4 injections au jour pour la rapide et une lente le soir. Mais ce qu'on aimerait passer comme message, c'est par rapport au contrôle de la glycémie journalier, parce que pour un enfant faire 6 contrôles, ce n'est pas évident. Donc il y a des petits dispositifs, donc les CGM, que l'enfant porte, les patchs. C'est un petit
petit dispositif que l'enfant porte sur le bras et pour lequel on n'a pas besoin d'aller piquer. Donc il suffit de faire passer le petit capteur sur l'appareil et on a des chiffres. C'est extraordinaire. Ce n'est pas un luxe pour un enfant, c'est une nécessité. Donc on aimerait bien que ça soit remboursable parce que ça coûte cher pour les familles. Ce n'est pas évident. Donc il y a quelques familles qui peuvent se permettre, mais ce n'est pas tous les parents qui peuvent si ça peut se le soulager permettre. le patient Donc ça et serait surtout bien. l'enfant qui pourrait être distrait Bien et sûr. oublier bien sûr de calculer sa glycémie. Ça c'est Il dangereux. y a un âge où ils refusent carrément de le faire parce que c'est astreignant et le faire depuis le jeune âge et grandir avec, ce n'est pas évident d'avoir. Et se piquer toujours, il c'est faut pas essayer évident. de varier Bien les sûr, piqûres. donc il est obligé de faire sur plusieurs doigts et donc ils viennent avec des doigts pratiquement troués partout Oui, ça fait mal. et donc il y a des moments quand c'est un âge de l'adolescence, ils trichent. Donc ils nous ramènent des cahiers bien beaux avec de beaux chiffres, mais c'est pas réel. Parce que quand on a l'hémoglobine glyquée en parallèle, quand on compare, c'est pas évident. Donc on trouve que il y a une large. Et vous avez l'expérience pour comprendre que c'est clair. c'est pas juste. Hein. Bien sûr, mais on est obligé d'aller doucement pour ne pas qu'il y ait quand même. Il faut pas le froisser parce que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un âge où il refuse d'être malade. C'est un âge où il refuse de faire l'insuline. C'est un âge où carrément il peut refuser d'aller chez le médecin. Donc on voit les parents venir tout seuls pour récupérer l'ordonnance. On essaie d'être un peu souple, mais pas tout le temps parce qu'on est obligé d'être quand même rigoureux. Le côté psychologique a été pris en charge lors de cette rencontre. Bien sûr, on en a parlé. Bien sûr, il y a un côté psychologique. Prise en charge. La psychologue de l'hôpital a touché un mot par rapport à ça, parce que il faut que ce soit des enfants accompagnés avec leur famille. Donc on est obligé de prendre en charge l'enfant et sa famille, et parfois même la fratrie, parce que c'est pas évident. Il y a des familles qui se branchent sur l'enfant malade, ils oublient les autres. Ils oublient les autres, donc c'est pas évident. Donc ça peut froisser un peu la fratrie. Alors, donc, on a parlé donc de communication, on a parlé bien sûr de conférences données par d'autres spécialistes aussi. Bien sûr. Qui ont pris part à cette rencontre. Tous les services ont participé. Donc on a parlé essentiellement du diabète, mais on a parlé aussi de l'antibiorésistance. Parce qu'il y a un excès de l'utilisation des antibiotiques et là on craint les résistances, donc on est obligé de freiner un peu, de réfléchir par rapport à l'indication de ces antibiotiques. On a parlé de quelques maladies rares, on a parlé des malformations urétero-vésicales chez l'enfant, qui sont prises en charge au niveau du service de chirurgie infantile. De toute façon, diabète gestationnel probablement aussi. Non, pas obligatoirement, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas un service de gynéco à l'hôpital Bettaria, mais on a parlé essentiellement du diabète de l'adulte, du diabète de l'enfant, du geste chirurgical sur un enfant ou un adulte diabétique. Mais sinon, les thèmes étaient variés. Donc la matinée était réservée effectivement pour le diabète, mais sinon le reste de la journée, ça a touché plusieurs thématiques. Voilà, l'automédication qui est toujours d'actualité. Hein, l'automédication, on n'en a pas parlé, mais ça reste quand même un problème. Un problème, tout à fait. Donc les parents, parfois, ils arrivent en consultation, ils nous disent j'ai déjà commencé à l'antibiothérapie, sans citer de nom. Donc j'ai déjà commencé à l'antibiothérapie, mais à quelle dose? Ils sont toujours sous-dosés. Ou j'ai arrêté, il a pris 2 jours et il a arrêté. Donc là, pour ça, il faut faire attention. Il faut toujours consulter quand l'enfant est malade, il faut toujours consulter, parce que la plupart du temps, c'est des problèmes viraux. Donc on n'est pas obligé de prescrire l'antibiothérapie. Donc il faut toujours réfléchir avant de mettre un traitement, donc pour ne pas avoir à vivre des résistances aux antibiotiques. Très bien, très bien. En tout cas, j'espère que ça a été une réussite, en tout cas cette rencontre ça a été avec une belle rencontre. Ça a été une très belle rencontre, très riche en thématiques. Donc les uns ont appris des expériences des autres. C'est un partage donc qui doit continuer. Voilà. Pour cette 2e édition, en tout cas, j'espère que vous y serez aussi pour la 3e édition. Vous qui avez déjà 30 ans de carrière, vous me disiez. Oui, 30 ans de carrière. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec les enfants. De Bettaria. Toujours la chef d'unité des urgences. Voilà, en tout cas, bon courage à vous. Vous faites un très beau métier. Merci surtout, beaucoup. vous êtes très proche donc, des enfants. Et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci Amel. Et bon courage. À très bientôt. Merci en tout cas, on dit merci de nous avoir donc parlé de cette 2e journée donc médico-chirurgicale donc dédiée au diabète cette année. Et en tout cas, on salue donc tous les médecins qui étaient
à vos côtés pour cette journée. Merci Amel et bon courage. À très bientôt. Restez avec nous. On va suivre tout de suite une belle visite sur Alger à travers donc, ces images. On se retrouve juste après. De retour sur notre plateau, nous allons recevoir Fella comme chaque dimanche matin pour nous donner des nouvelles de notre communauté établie à l'étranger. Fella, bonjour. Bonjour Amel. Comment vas-tu? Ça va très bien, après le week-end chaud oui. en bord de mer. Ah, la chanceuse. Sur le quinquet. C'est très bien, c'est très bien. Alors aujourd'hui les pluies sont de retour, mais bon, pas pour longtemps hein, quand même. J'espère bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a une actualité riche. Ah oui, tout à fait. Riche, j'ai surtout deux invités exceptionnels. On va les présenter. Deux jeunes qui sont là. Ils ne sont pas dans le même domaine, mais c'est des domaines qui peuvent se compléter. Donc j'ai le plaisir de recevoir Lina Hamza. Lina Assia Hamza, c'est ça. Oui. Qui est mannequin, oui. mais pas que, elle est généticienne aussi. Oui. Elle a fait biologie, mais on va revenir là-dessus dans un moment. Et puis on a Nordine Zarhouni, un jeune aussi qui est dans le domaine de la photo et de la vidéo. On dit filmmaker. Voilà, il a insisté là-dessus. Hein. Tout à fait. On va en parler. Il y a une particularité. Oui. Ils font leur première télé. Très bien. Donc il faut y aller tout doucement. Ça va. Allez, juste après le jingle. On se retrouve. Alors,
là. Tu les as rencontrés comment? Ah, mais c'est incroyable. Depuis un moment, il y a des rencontres qui concernent notre communauté, des investisseurs, des entrepreneurs. Tous les premiers mardis du mois, c'est organisé par Farid Arabe qu'on a invité et reçu ici sur ce même plateau. Et depuis le temps, je crois que c'est la 3e rencontre qui s'appelle First Thursday. Tuesday plutôt. First Tuesday. Donc c'est les premiers mardis du mois. Et on invite à chaque fois des personnes dans des domaines différents. Et leur donner peut-être un temps de parole de 5 minutes pour se présenter ou présenter un événement. Et cette fois-ci, c'était un événement autour de tout ce qui est juridique. Et c'est une jeune Algérienne aussi qui était en France et qui est rentrée avec à la clé une plateforme pour expliquer tout ce qui est juridique et pour éviter justement les pièges pour les jeunes entrepreneurs qui intègrent ou qui rejoignent le club des investisseurs algériens. On a l'habitude de recevoir donc des chercheurs, des scientifiques et tout ça. Aujourd'hui, on a un profil différent, 2 profils différents. Ce sont peut-être des scientifiques aussi, des universitaires, mais dans le domaine plutôt artistique. Artistique. Ils ont un petit peu le trac, je crois, non? Mais ça va, tout va bien. Ça va super. Super. Donc, et justement, Lina et Nordine étaient présents à cette rencontre. Ils sont venus un petit peu en retard, non? On peut le dire? Oui, Ça va, ils n'ont pas raté grand-chose. Et c'était un plaisir d'échanger. Et surtout, le parcours de Lina et de Nordine sont passionnants. Lina, qui est née en France et qui fait des études en biologie et dans la génétique, elle se recentre sur une autre, avec ses sœurs, sur une autre activité, c'est le mannequinat. Et le mannequinat, non seulement les mannequins, mais elle lance aussi en ligne une école en ligne avec ses sœurs pour former pas que des Algériennes. Pas que des Algériennes, non. C'est ouvert à toute la communauté. Tu peux te présenter, Lina. Alors, je m'appelle Lina, j'ai 24 ans et je suis mannequin, professeur des écoles et également biologiste, généticienne de formation. Donc on a lancé une petite école en ligne, mais aussi en présentiel. Et on n'est pas que toutes les 4, on recrute aussi des profs à l'étranger pour des Algériens de l'étranger. Et aussi, c'est toujours en formation, on n'a pas encore notre site, mais on nous contacte sur Facebook et on trouve des profs. Et on a aussi des profs d'SVT, d'anglais, etc. Voilà. Tu accompagnes aussi des Algériens qui rentrent ici, qui décident de rentrer. Ils sont de plus en plus nombreux, de toute façon. Beaucoup plus nombreux. Donc, par rapport à l'éducation, c'est-à-dire tout ce qui est cours, mais pas que. Pas que, non. Alors, pour les activités, pour les sorties, pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils s'adaptent en Algérie, on essaye de moduler, on va dire, et trouver un moyen de les divertir avec plein de... Une activité, en tout cas riche, que ce soit dans le professionnel ou carrément les loisirs. Exactement. Voilà. On voit une photo de toi, Lina. Ça, c'est le mannequin, C'est le mannequin. À la Casbah. Le choix de l'Algérie, Lina, c'est ce qu'on voudrait savoir. Tu avais la possibilité de faire une carrière à l'étranger, de l'autre côté de la rive, mais il y a toujours ce lien fort avec l'Algérie et ce choix qui était sans équivoque. Alors, j'ai beaucoup pensé à repartir. Parce que, je me dis peut-être que c'est mieux ailleurs, mais les opportunités ici sont beaucoup plus riches, beaucoup plus nombreuses. Voilà. Avant de revenir vers les projets, peut-être Nordine va aussi nous parler de sa passion pour la photo. Nordine, il est né en Algérie, il est parti à l'âge de 17 ans, 18 ans 17 ans, 18 ans. Aux États-Unis, donc très jeune. Aux États-Unis. J'ai 25 ans. Après mes 18 ans, j'ai eu une bourse pour étudier aux États-Unis. Mais j'ai commencé à travailler là-bas, dans l'audiovisuel, dans la vidéo. Puis cet été, j'ai décidé de rentrer ici pour les mêmes raisons. C'est un domaine qui est en train d'évoluer ici, c'est mon pays. Et j'ai voulu revenir tenter ma chance.
Et alhamdoulilah, ça se passe très tout bien. Tu as lancé même un projet. J'ai lancé un projet dans l'audiovisuel. Je suis en train de... Bon, pour l'instant, je suis auto-entrepreneur. Mon but est bien sûr d'ouvrir une boîte, Inch'Allah. Donc, pour l'instant, c'est toujours dans la vidéo, dans la photographie. Et voilà, principalement. La photo, c'est magnifique aujourd'hui avec tous les moyens qu'il y a dans le domaine de la photographie, avec bien sûr la vidéo, surtout, oui, la on vidéo. fait les merveilles. Et quand on a l'œil surtout, hein, quand on est professionnel. Hein. La photo avec beaucoup de projets déjà faits à l'étranger, beaucoup de pays aussi, en dehors des États-Unis. Tu as été aussi en Afrique et d'autres pays pour faire une série. J'ai eu l'opportunité d'être directeur de l'image pour une série. D'accord. Qui parlait principalement de la discrimination raciale. Et on a eu l'opportunité d'aller au Nigeria, à New York, Lyon. On a vraiment fait Bangkok, le tour du monde. D'accord. Et c'est juste après cette série que je me suis dit il est temps de rentrer en Algérie. D'accord. Ça m'a vraiment motivé. Il y a tant de choses à voir et à faire. Énormément, oui. J'imagine, bravo. Oui, il s'est lancé même dans un court-métrage qui attend preneur, on va dire. Là, on voit des photos de toi, Nordine. Peut-être ici, sur ce petit écran, non? Ah non, c'est en face. Donc, ça, tu as eu Par l'occasion. exemple, c'était un mariage, c'était à mes débuts. Ça, c'était à Washington, c'était un mariage, on m'avait appelé pour couvrir le Algérien? C'était un mariage, non, étranger. Ouais. Et voilà, c'était mes débuts. Je réalisais que j'aimais vraiment ce métier, que j'aimais être derrière la caméra, que j'aimais transmettre des émotions, capturer des images. Capturer l'instant. Capturer l'instant, exactement. Vous nous l'avez dit, c'est aussi avec un état d'âme. C'est-à-dire que ce n'est pas que faire de la photographie pour de la photographie. Vous choisissez vos thèmes aussi grâce à toutes ces opportunités qui se présentent à vous. Alors, pour ce qui concerne la discrimination raciale, voilà, tout ce qui concerne le côté artistique, si on oublie le côté travail, je souhaite et je tiens à parler de sujets sensibles, sujets importants d'actualité. Là, on est en train de travailler sur un projet justement avec Lina concernant, c'est un sujet un peu dur, mais le viol, et on essaye de montrer ce qu'on n'ose pas trop montrer généralement. Dénoncer à travers la photographie. La violence fait partie, le viol ou la violence d'une manière générale fait partie des fléaux et des maux dans le monde entier. De la société et dans le monde entier. Et c'est bien qu'il y ait une ouverture aussi, et par des jeunes. C'est-à-dire que c'est un point de vue d'une jeunesse qui est avertie, qui est très bien renseignée sur ce qui se passe ailleurs aussi. Et c'est très bien. Tu as rencontré aussi beaucoup de stars. Ça t'a permis de rencontrer des stars dans ton travail, c'est aussi ça. J'ai rencontré quelques célébrités en effet. Ouais. Par exemple, juste à Alger, récemment cet été, j'ai eu l'opportunité de voir DJ Snake qui était venu pour une collaboration avec Ourido. Avec l'Algérie. Avec l'Algérie, bien sûr. Il était très content de revenir dans son pays, il en parlait justement et on m'avait appelé pour... Il y avait Tif ou Fif. Je savais jamais. Je fais toujours Tif, donc qui était aussi beaucoup d'artistes algériens en tout cas, qui soient ici ou qui sont de l'autre côté, qui reviennent aussi. Ce mois de Ramadan, on a vu défiler mais beaucoup de stars d'Algériens, artistes établis à l'étranger. Qui ont fait le bonheur des Algériens. Je trouve ça motivant de voir que de plus en plus de personnes reviennent. C'est une opportunité pour tout le monde quelque part. On se dit, s'ils le font, on peut le faire. Donc, ça nous motive. Absolument. Pour revenir à toi, Lina, le mannequinat, tu es avec tes sœurs sur... Alors oui, j'ai lancé... Vous êtes 4 sœurs. Alors oui. Alors j'ai ma sœur. C'est pour ça Four Seasons. Oui, c'est pour ça. C'est d'où Four Seasons. On est toutes profs. On a toutes évolué dans ce domaine. On a eu notre grande sœur qui nous donnait... Les 4 saisons de l'année. Oui. Donc chacune a son caractère, j'imagine. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 saisons. Exactement. Mais voilà, on est toutes profs et... Elle se prénomme? Alors c'est Lydia, ensuite Lina, Dina et Nesma. Très bien, donc on les salue ce matin. Si elles nous regardent, on les salue. Coucou. Et du coup, voilà. Et j'ai lancé aussi mes petites sœurs, enfin ma petite sœur dans le mannequinat.
Je lui ai donné des petits... avant de partir, maintenant elle est de l'autre côté, mais voilà. Petit conseil? Oui. Ouais. Alors elle s'est lancée, c'était bien, elle a fait adoré. son premier défilé ou... Non, c'était pas un défilé, c'était un shooting à Alger. Elle a adoré. Elle a adoré et elle m'a dit que c'est parfait. Enfin, les gens sont parfaits, ils sont avenants, gentils, bienveillants. C'est très différent d'ailleurs. Oui, c'est un domaine qui aussi s'ouvre de plus en plus. Oui. Il a toujours existé, mais là, on est sur une autre dimension. Et ça permet aussi à trouver des opportunités dans le domaine. Hier, il y avait le défilé de Fares Ben Abdeslam, par exemple, au Jardin d'Essai. Et il a mis en valeur le Chabia. C'était magnifique. Ah, tu as été? Non, j'ai vu les photos, mais c'était magnifique. Ah oui, il est doué, Fares. J'ai eu l'occasion de rencontrer il y a une année, je crois, avec tout ce qu'il récupère comme matière. Tu disais, c'est l'Archabia qui était à l'honneur. L'Archabia qui était à l'honneur, oui. L'Archabia à l'honneur, et c'est un grand défilé. Là, on voit une photo où vous y êtes. Ouais, c'est les 4 sœurs. Les 4 sœurs. Ah, bah très bien. Alors, c'est vrai que c'est l'occasion donc de montrer de belles choses parce que quand on est dans le mannequinat, c'est vrai qu'on fait des shootings photos, des défilés, mais les shootings, c'est des fois dans des endroits aussi qui montrent le pays, comme là, vous vous régalez avec peut-être les paysages. Oui, sur des rochers, mais c'est magnifique. Tu as fait déjà des défilés, pas encore, que des shootings? Non, j'ai déjà fait des défilés. J'ai commencé d'ailleurs dans un grand défilé où il y avait de grandes personnalités algériennes. Et, avec des tenues algériennes? Non, non, entre autres, non, jamais. Non, jamais, mais c'était un créateur algérien établi en France et il est revenu en Algérie pour lancer sa marque haute couture. Ah, c'est magnifique. En 2022-2023. En tout cas, en parlant de métiers et de projets, l'Algérie vient de rejoindre l'organisation internationale de, comment on l'appelle, World Skills. World Skills qui permet à l'Algérie de participer à des compétitions internationales dans les métiers. Très bien. Donc, je crois, bien sûr, ça concerne particulièrement la formation professionnelle, mais je pense que tous les métiers sont concernés. Et on peut, à travers ça, on peut faire la promotion de tout ce qui est algérien, métier algérien. Donc, c'est vrai. Pour dire qu'on avance aussi à grands pas dans plusieurs domaines qui n'étaient pas forcément connus du public. Au grand public, où on était timide, voilà, des gens qui travaillent, mais discrets, pas trop médiatisés. Voilà. Donc, c'est de belles rencontres. Voilà. Pour revenir à Nordine, donc on parlait du cinéma aussi, pas uniquement de vidéo, donc tu as sauté le pas pour un court-métrage qui est de 10 minutes à peu près, qui n'est pas encore... qui n'est pas encore sorti. Qui n'est pas sorti. Le titre, c'est... Quel est votre rêve? Quel est votre rêve? Et c'est justement l'occasion pour lancer un appel pour l'intégrer peut-être dans un festival ou... Je sens que j'allais l'intégrer dans un festival en effet. Je l'ai réalisé vraiment parce que je me suis dit, si tu ne commences pas quelque part, tu ne vas jamais commencer. Donc j'ai appelé des amis qui sont déjà dans le milieu, dans le domaine, qui ont commencé aussi dans l'audiovisuel et on a fait ça à 3. On s'est dit, il faut le faire, on le fait. Et c'est un court-métrage qui parle de l'impact qu'a le... C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit à l'instant, en effet. Ouais, on va laisser un petit extrait peut-être, Amira? On y va. Dans un moment, on va voir l'extrait. Donc, c'est vrai que l'image est magnifique. Hein. On voit bien la direction de la touche photographie. Professionnelle. Oui. La touche, oui, professionnelle. Et puis, j'imagine que vous préférez aujourd'hui la vidéo ou la photographie? C'est dur? Je pense que les deux vont ensemble, mais je préfère la vidéo pour tout ce que ça peut apporter de plus. D'accord. Je pense que la vidéo est on peut voir plus d'émotions, on peut exprimer plus de choses. Très bien, on va le voir. Ça va nous donner peut-être de l'émotion tout de suite. On y va à travers cet extrait.
Magnifique, en tout cas avec la musique, l'image, l'émotion, tout ça, ça donne envie de voir. Hein. Magnifique. Merci beaucoup. On parlait de la musique pendant que la vidéo passait et on s'est dit que, enfin Nordine me disait, Elina me disait que la musique est d'un musicien américain, May Chazil. Mais Chazil a pris part au projet, il m'a gentiment confié une de ses chansons, ce qui est un honneur évidemment. Ouais. Et elle sera dans le court-métrage, Inch'Allah. Voilà. Et puis c'est vrai que s'il y a plus d'émotion dans la vidéo, parce que c'est vous qui choisissez la musique, vous choisississez les acteurs, les comédiens. Donc c'est un beau projet. Merci. Voilà. Merci. Vous faites appel, enfin vous qui êtes dans ce domaine, à des mannequins parfois. Souvent. Donc souvent. Est-ce que Lina a un projet peut-être en vue? Oui. Ensemble? Il m'encourage énormément. Mais il y a un projet ensemble ou pas? Oui. On a pensé à un projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit court-métrage. Oui. Mais on sait qu'il y en aura d'autres. Oui. Que ce soit dans... J'ai une perspective d'évoluer peut-être dans le domaine du cinéma, éventuellement. Oui. Est-ce que vos expériences tous les deux expérience à l'étranger peut apporter et apportera à votre parcours en Algérie et à l'Algérie d'une manière générale? Moi personnellement, c'est plutôt le contraire. C'est ce que j'ai pris en Algérie qui m'a aidé à l'étranger. Par exemple, quand j'étais à Washington, j'avais aucun problème à aller parler aux autres. Là où quelques personnes étaient plutôt réservées et timides, je pense que c'est lié à l'Algérie. J'avais aussi un œil différent sur les choses, parce qu'il faut savoir qu'à l'étranger, les gens ils sont vraiment fermés. Et puis ils sont bien sûr ouverts sur certains domaines, mais pour eux les États... Socialement. Exactement. Et étant donné que j'ai plusieurs cultures en moi, de par l'Algérie, les États-Unis, j'ai visité et ailleurs, ça m'a permis de peut-être rajouter ma touche. Algérienne, particulière. Algérienne que étonnamment, plusieurs personnes apprécient ça. Plusieurs personnes apprécient l'audace. Oui, il n'y a qu'à voir tous ces étrangers qui arrivent en Algérie et qui sont étonnés de découvrir un pays chaleureux. Chaleureux et puis qui casse toutes les a priori aussi qui ont été véhiculés à travers les médias. Certains médias, bien sûr. Et Lina, qu'est-ce que ça... C'est les deux cultures qui m'ont aidée à être ce que je suis. J'ai beaucoup plus évolué en Algérie, évidemment. Donc, c'est surtout un choix qui était ferme. Alors oui, de par mes parents. Réfléchi. Alors de par mes parents, oui, on est revenu très très jeune. C'était hors de question pour eux de rester ailleurs qu'en Algérie, voilà. Et ensuite, mes sœurs sont parties. Mais moi, pour le moment, je ne me suis pas encore décidée. J'arrive pas du tout. Chaque année, je me dis peut-être qu'elles vont te rejoindre plutôt. Oui, j'espère. Vu que quand on essaie de lancer ici, j'espère plus qu'elles me rejoignent que moi. Il y a plus de chances qu'elles te rejoignent que le contraire. Même si, bien sûr, il y aura peut-être un moment où j'irai, mais je suis sûre de revenir. Ça, pour des raisons professionnelles, exactement. Il peut s'ouvrir sur l'international. Voilà. C'est ce que j'espère également. Et c'est aussi ça, c'est l'international aussi. Quel est ton rêve? Pour revenir au titre, pour rappeler le titre de ton film. Mon rêve est de revenir ici, de rester ici en Algérie et d'y être épanoui, bien sûr. Mon rêve, je lirai ça surtout à la joie, au bonheur, d'être heureux avec les miens. C'est très beau. C'est très beau. C'est tout simple et très beau et en même temps. Lina, quel est ton rêve à toi? Bon, je suis déjà avec les miens, donc je vis un peu mon rêve actuellement, mais mon rêve aussi c'est de voir l'Algérie. Un rêve éveillé. Exactement. Mais je rêve aussi d'apporter un peu une touche plus améliorée dans le domaine dans lequel on est, plus professionnelle, beaucoup plus internationale. Et peut-être faire des grosses agences ici en Algérie, de mannequinat, d'audiovisuel. Voilà. D'apporter, oui, vraiment notre touche, notre pierre à l'édifice au niveau national et que l'Algérie fasse les grands titres.
C'est très bien. De toute façon, vous êtes dans le beau tous les deux. Merci. Vous avez égayé ce plateau avec votre sourire d'abord et une jeunesse qui est prometteuse, en tout cas, prometteuse. à Je travers vous souhaite de beaux projets et de belles réalisations, Inch'Allah. Et puis j'espère que vous reviendrez avec des projets bien concrets qu'on pourra médiatiser quand ce sera le moment, bien entendu, j'imagine. De toute façon, quand les invités ici, dès qu'ils rentrent ici, ils font partie de la famille après. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez comme plat, l'un et l'autre? Voilà. Moi, c'est un plat très algérois, donc c'est rapidement. Ouais. D'accord. Et toi, Valentin? Moi, je préfère ce que ma mère me prépare. Tous ces plats sont... Eh ben voilà, c'est gentil. Il n'en a pas un en particulier. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. Bonne chance. À très bientôt. Revenez nous voir quand ça sera bien sûr du concret. Merci. Et puis là, merci beaucoup. Merci à toi, Nal. C'était un vrai bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et c'était pas simple. Voilà. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié l'émission de ce matin. Nous, on n'oublie pas. On continue bien sûr juste après. Il y a l'Instant Matin avec Marie Moussaïd. Et quant à nous, on se retrouvera demain pour une émission spéciale pour la venue donc, du pape ici en Algérie. Bien, on se trouve bien entendu. Je vous dis bonne journée. Au revoir et merci à toute l'équipe de Bonjour d'Algérie et de la Régie 7. Au revoir.